Bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. Vendredi prochain, 15 avril, nous célébrerons un triste anniversaire, celui de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 3 ans après cette catastrophe au retentissement mondial, la reconstruction de l'édifice bâti dès le XIIe siècle sous l'impulsion de l'évêque de Paris progresse petit à petit. Notre-Dame semble désormais consolidée après des mois de nettoyage, d'intervention sur les murs et la charpente. Objectif, que ce lieu de culte rouvre ses portes en 2024 et que la lumière soit faite sur les causes du drame. Pour évoquer ce joyau de notre patrimoine, j'ai à mes côtés Mélina Huette, journaliste et réalisatrice. Bonjour Mélina. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Jean-François Cabestan, à ma droite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes historien de l'architecture et de la ville. Je vais d'abord commencer avec vous aujourd'hui. Clairement, où en sont les travaux dans Notre-Dame ? Alors, les travaux les plus importants de consolidation, vous l'avez dit, de sécurisation, sont achevés. De même, semble-t-il que les travaux de nettoyage. Pour ce qui est du démarrage des travaux, pour l'instant, il y a du plomb dans l'aile, si je puis dire, puisque, en somme, les autorisations ne sont pas encore délivrées par le préfet de région de l'Île-de-France. Et donc, toute la question est de savoir si on va pouvoir rétablir ou pas, si on accepte le principe de la restauration des couvertures en plomb. Et tant qu'on ne saura pas si ces couvertures sont en plomb ou dans un autre matériau, on ne saura pas exactement quel type de charpente mettre dessous. Et donc, pour l'instant, les appels d'offres ont été lancés, mais les marchés ne sont pas signés. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations, voilà. Tout n'est pas totalement enclenché. Mélina, c'est un chantier multiple qui fait intervenir à la fois l'État, la mairie de Paris, le diocèse, mais aussi, et c'est important, les donateurs. Comment s'opère la coordination avec tous les intervenants ? Bien, en fait, il y a eu la création d'un établissement public en charge de la conservation puis de la restauration de Notre-Dame qui a été créé par décret fin 2019. Il est né en fait le 1er décembre 2019, quelques mois après l'incendie. Et cet établissement-public-là, c'est une structure qui est dirigée par un ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, qui a constitué des équipes, une quarantaine de personnes, puis évidemment tous les artisans qui vont venir s'ajouter à la suite de ça. Et il fonctionne comme n'importe quel établissement public, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration qui se réunit fréquemment. Et c'est là qu'on va retrouver tous les acteurs que vous mentionniez tout à l'heure. Ça réunit une demi-douzaine de représentants de l'État, mais aussi un ou une représentante de la mairie et puis un représentant de l'archevêché. Et ensemble, ils discutent et ils prennent des décisions concernant alors, la réalisation des études techniques, évidemment, mais il y a aussi la passation des marchés publics et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un contexte très, très important. C'est savoir qui va être en charge de quel chantier à quel moment. Il y a la mise en valeur scientifique et culturelle du chantier. Scientifique, pourquoi ? Parce qu'il travaille notamment avec le CNRS. Culturel, pourquoi ? Parce qu'il y a des expositions autour de ce chantier pour faire attendre, patienter les personnes qui attendent évidemment la réouverture. Pour faire revenir en effet les touristes qui ne viennent plus depuis 3 ans. Exactement. Et puis la dernière chose dont on parlera peut-être tout à l'heure et qui est très importante, c'est la traçabilité du montant des dons qui ont été promis ou offerts. Tout à fait. Jean-François Cabestan, c'est aussi un chantier de polémique. Le diocèse veut moderniser l'intérieur de la cathédrale. La mairie de Paris a réclamé une taxe pour emprise du chantier sur l'espace public avant de faire marche arrière. Il n'a jamais été question de consulter les Parisiens sur ce qu'il faut faire, rénover à l'intérieur de Notre-Dame. En fait, c'est une polémique à ciel ouvert, ce chantier. C'est un cas d'espèce très difficile, puisque la cathédrale de Paris, en somme, est-ce que c'est une cathédrale, est-ce que c'est un lieu d'exercice du culte catholique, ou bien est-ce que c'est un musée ? Et donc, il faut mettre ça en rapport avec d'autres très, très grands édifices de ce type, tels que, par exemple, Sainte-Sophie de Constantinople, qui était d'abord, en effet, une église chrétienne, et puis qui ensuite est devenue une mosquée, et puis ensuite, grâce à l'intervention de Mustafa Kemal Atatürk, c'est devenu un musée, et donc dans une volonté d'apaisement, et puis c'est, vous le savez, récemment redevenu rendu au culte musulman. Alors, je crois que tous ces débats, voilà, c'est ce que disait aussi, par exemple, le chanoine, le père Gilles Drouin. Est-ce qu'en somme, c'est un musée, et on nous laisse un petit coin pour faire nos services dans une des nefs? C'est une question très, très, très difficile. Et qui est-ce qui doit trancher? Je crois que puisque c'est une église catholique, et au fond, c'est aux catholiques de savoir ce qu'ils veulent faire de cette cathédrale. Et les catholiques auraient dû être consultés, selon vous? Je pense qu'ils auraient dû être, oui, davantage consultés, plus présents dans cette affaire, c'est vrai. On en a assez peu parlé. C'est vrai. Mélina, très vite après l'incendie, s'est posée évidemment la question du coût des travaux. Peut-on aujourd'hui les chiffrer? On évoque 165 millions d'euros déjà dépensés. Et qui sont les donateurs?
Alors, en fait, ça a été l'une des plus grosses polémiques, si on peut parler de polémique, après l'incendie, parce que les dons ont afflué évidemment à l'international, au niveau de la France, mais un peu partout. On les chiffre aujourd'hui à plus de 900 millions qui sont promis, ou pour certains qui ont été versés. De plusieurs pays étrangers. De plusieurs pays étrangers, de 200 pays. En réalité, quasiment tous les pays du monde ont contribué. Les plus grands donateurs, alors évidemment, il y a des particuliers, il y a des collectivités, mais il y a surtout des entreprises et des fondations. Ce sont les plus gros donateurs sur ces 900 millions dont je parle de promesses de dons ou de dons qui ont été recueillis. On a par exemple Total qui a donné 100 millions, la fondation, la famille Pinault qui a donné 100 millions, 200 millions de la fondation Bettencourt, etc. Mais ça, c'est de l'argent qui a déjà été donné ou ce sont des promesses? Alors, pour certains, c'est de l'argent qui a déjà été versé. Pour d'autres, ce sont des promesses. Mais quand vous parliez tout à l'heure de 165 millions déjà dépensés, en fait, c'est pour parler de la phase de sécurisation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ces trois années précédentes qui ont servi à sécuriser l'édifice avant de pouvoir entamer une restauration. C'est énorme, mais c'est rien comparé à 900 millions. Donc toute la question est de savoir, mais que va-t-on faire de Comment ces ventiler cette millions somme restants? Et là-dessus, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'en 2020, la Cour des comptes a publié un rapport qui s'inquiétait et qui dénonçait déjà le manque de transparence dans la gestion des dons, parce qu'il y a vraiment une interrogation de la part des donateurs, et notamment des particuliers, de savoir où ces dons vont aller, comment... Par exemple, quand on parlait de 165 millions tout à l'heure. Il faut savoir que l'estimation de la sécurisation, à la base, c'était 65 millions qui avaient été annoncés en 2019. Là, on est à 165 millions. Alors évidemment, il y a eu le Covid, il y a eu le plomb, il y a eu les intempéries, il y a eu beaucoup de choses qui ont ralenti. Et puis quand on trouve sur un chantier. Quand le chantier il est à l'arrêt, et même s'il n'a jamais vraiment été à l'arrêt, il faut louer une grue qui fait 85 mètres de haut, il faut louer des équipements électriques sur une base vie, qui est la base en fait dans laquelle les ouvriers travaillent avant de pénétrer le chantier. Donc en fait, tout ça, ça a un coût évidemment, et ça a un coût qui parfois est sous-estimé. Et ça n'avait pas été anticipé, tous ces coûts-là? Ça avait été anticipé, mais peut-être... déjà, une pandémie, personne ne peut l'anticiper. Et ça, évidemment, ça a eu un impact considérable. Les intempéries, on ne peut pas imaginer aussi ce qu'ont eu ces intempéries sur les voûtes. Il a fallu dessaler, c'est en cours d'ailleurs. Il y a le plomb, évidemment, qui est une donnée non négligeable, puisqu'il faut dépoussiérer, il faut décontaminer avant de pouvoir passer à la phase de restauration. Sinon, les travailleurs ne sont pas en sécurité, en réalité. Donc tout ça, évidemment, ça a un coût absolument faramineux. Mais bon, 900 millions, c'est énorme. Cet argent, s'il en reste, on sait où il pourra aller éventuellement. Est-ce que c'est l'archevêché de Paris qui va le garder? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la mairie? C'est toute la question, et c'est aussi la problématique de la transparence, en fait, et ce que disait la Cour des comptes. Il faudrait qu'il y ait plus de transparence sur ce que va être fait de cet argent. Et puis, il y a une autre question, c'est qu'en France, on a plein de lieux culturels et cultuels qui rêveraient de bénéficier d'autant d'argent, de ces sommes faramineuses. Et donc, est-ce qu'il y aura un moment où il ne serait pas possible de répartir ces fonds dans la restauration d'autres bâtiments, d'autres édifices culturels ou cultuels? Ça, c'est une vraie question. Je crains qu'il ne reste pas grand-chose de cette manne. Ça paraît beaucoup d'argent, 900 millions, peut-être 1 milliard. Songez aux dérives des grands chantiers parisiens, on les connaît, comme la discussion me faisait penser irrésistiblement à la Philharmonie, n'est-ce pas? Après tout, des chantiers de 400, 500 millions, c'est un petit peu à Paris, pour la Samaritaine, par exemple. C'est assez classique, c'est assez classique, oui. C'est pas du tout faramineux. Et s'il restait un petit peu d'argent, eh bien, je prêcherais, n'est-ce pas, depuis que cet incendie s'est produit, pour l'aménagement des abords de la cathédrale. La mairie de Paris a fini par comprendre qu'en effet, ça pouvait être quelque chose de très, très important. Elle prévoit de le faire, un partage, puisqu'apparemment, bien sûr, le parvis appartient à la mairie, tandis que le monument est à l'État. Donc, il s'agit de se mettre d'accord. Et là, c'est quelque chose que... Et j'appelle de mes voeux, vous savez, en tant qu'enseignant à l'Université de Paris, j'ai organisé plusieurs colloques sur cette question, savoir la question des abords qui est primordiale. L'inscription de cet édifice vaut certainement autant que la restauration de l'édifice lui-même. La façon dont on pourra l'apprécier dans la ville, la façon dont il s'inscrira dans cet ensemble un peu, comment dirais-je, un peu ingrat qu'est à l'heure actuelle le parvis de Notre-Dame, est une question de très, très grande importance. Et s'il restait un peu d'argent, eh bien, ça pourrait étoffer les malheureux 50 millions qui sont affectés, c'est-à-dire à peu près 5% du montant total des travaux. Imaginez qu'on ait demandé à Le Bernat, par exemple, à Rome, d'installer la place Saint-Pierre avec ce petit supplément d'âme et dans ces contraintes que nous avons. On n'aurait rien du tout. Donc voilà des modèles. Je ne dis pas qu'il faille faire la place Saint-Pierre à Paris, mais enfin, la question des abords devrait appeler énormément les regards. Et jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Mélina, dès que les flammes ont embrasé Notre-Dame, une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet incendie. Au bout de 3 ans, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué ce gigantesque feu. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors, on l'explique. La première raison, c'est que en fait, l'immense majorité des preuves se sont volatilisées avec l'incendie. C'est un incendie, donc malheureusement, énormément de preuves. Alors, pas plus de traces. Il se trouve qu'il y a des équipes de la police judiciaire, de la brigade criminelle de la police judiciaire qui se sont mobilisées, qui ont été sur le chantier avec des cordistes aidés pour récupérer ces preuves-là. Ça a pris 2 ans de les récupérer et de les analyser. Il faut savoir qu'il y a eu une première conclusion d'enquête qui a conclu à un accident et non pas... La piste criminelle, en tout cas, est complètement... Et la piste terroriste aussi. La piste terroriste, la piste criminelle sont complètement... un acte anti-religieux, c'est... hors du absolument paysage. Pas envisageable. La piste qui est privilégiée, c'est vraiment la négligence. Et le problème, quand on parle de négligence, c'est aller à la source de cette négligence. Il n'y en a jamais qu'une. En réalité, c'est souvent un enchaînement de négligences humaines, plusieurs paramètres qui viennent s'additionner dès le début de l'enquête, parce que la brigade criminelle, évidemment, a gardé pour soi tous les moments, les progrès qui ont été faits sur cette enquête. On a eu des aperçus, il y avait des fuites qui ont été... des fuites qui ont été faites chez nos confrères du Canard enchaîné, notamment, qui dès 2019 parlaient d'un dispositif électrique qui servait à alimenter les cloches sous les combles et le carillon de la flèche, qui aurait été posé directement sur le bois, qui aurait éventuellement court-circuité, pris feu. Tout cela, en fait, en réalité, n'a pas été rendu public officiellement, donc on ne saura pas, en tout cas à l'heure où je vous parle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et effectivement, comme il y a une forte dimension symbolique et émotionnelle autour de Notre-Dame, il a fallu très rapidement trouver des coupables et parfois ça a été fait un peu à la hâte. Il y avait un chantier qui était en cours au moment de l'incendie et il y avait une entreprise qui était en train de restaurer la couverture. Donc très vite, on s'est tourné vers cette entreprise. Aujourd'hui, en réalité, on n'a pas encore d'éléments suffisamment probants pour savoir qui est responsable. Mais l'enquête se poursuit. La répétition de ce genre de phénomène, malgré tout, dans le patrimoine parisien, très récemment avec l'hôtel de Soyecourt sur les quais, le cas de l'hôtel Lambert, on sait très bien ce qui se passe. Des entreprises travaillent en effet en altitude et elles travaillent de manière telle qu'elles développent en effet des apports de calories tout à fait importants avec des fers à souder dès qu'il est question de cuivre et de choses comme ça. Et donc ce qui se produit, c'est que le feu démarre, couve, et qu'ensuite, il déclenche tout à coup, en général, au milieu de la nuit. C'était le cas pour le Parlement de Rennes, c'était aussi le cas pour l'hôtel Lambert. Parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci Jean-François Gabestan d'être venu à mes côtés. Merci Mélina Huette pour votre éclairage. Merci à vous. Restez sur France 24. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Demain à la Une. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et France24.com.